Avant de commencer, vous inquiétez pas si vous avez une petite caméra ici, c'est juste que c'est filmé, la présentation. Et du coup, je me présente, je m'appelle Arthur Sanguet, je suis doctorant ici au Jardin botanique de Genève et à l'Université de Genève, du coup. Et puis, je vais vous présenter ici quelques résultats que j'ai de mes recherches, donc qui touchent à la biodiversité et au changement climatique. Moi, j'étudie la distribution, en gros, des espèces de plantes à Genève et aux alentours, dans le territoire qui s'appelle le Grand Genève, qui va en gros du Jura jusqu'aux Préalpes de l'autre côté, quoi. Alors, avant de commencer... Attendez. Avant de commencer, je vais juste vous faire quelques petites définitions pour qu'on soit bien d'accord sur qu'est-ce que c'est que la biodiversité, qu'est-ce que c'est le changement climatique, etc. Donc, la biodiversité, ça représente la diversité des organismes à différentes échelles, c'est-à-dire qu'on peut parler de diversité génétique, donc c'est la diversité des gènes au sein des individus, par exemple. Vous avez la diversité des individus au sein d'une même espèce, c'est-à-dire les différences qu'on peut observer, par exemple, chez nous, les humains, quoi. Ensuite, on a les variabilités au niveau des espèces, donc toutes les espèces différentes qu'on peut voir. C'est généralement à ça qu'on pense quand on parle de biodiversité. Et puis, la biodiversité, la diversité au niveau des paysages et des habitats. Et il faut savoir que quand on parle de la menace de la biodiversité, c'est que toute cette biodiversité-là est menacée, donc à toutes les échelles. Et par exemple, on estime aujourd'hui qu'on a à peu près une espèce sur 7 qui est directement menacée d'extinction. Et puis on a les abondances aussi des espèces qui baissent, c'est-à-dire qu'on a de moins en moins d'individus, des espèces dans chacune des différents grands groupes, quoi. Et les principales menaces de la biodiversité, c'est tout d'abord, et la plus importante, les changements d'utilisation du sol. Alors ce qu'on appelle les changements d'utilisation du sol, c'est un terme un peu compliqué, juste pour dire, c'est quand on coupe en fait un habitat naturel ou qu'on le remplace par quelque chose qui n'est pas naturel ou qui est moins naturel. Donc on a typiquement la déforestation, par exemple, où on va couper de la forêt naturelle pour mettre des plantations, ou l'urbanisation, l'extension des villes, etc., etc. Tout ça, ça rentre dans cette catégorie-là, et c'est ça la principale menace de la biodiversité, au niveau planétaire. Ensuite, on a l'exploitation directe des organismes. Alors ça, c'est surtout pour les poissons et toute la biodiversité marine, en fait, puisque la majorité, enfin une bonne partie des poissons sont pêchés à perte, donc ils ne sont pas pêchés de manière durable. Et donc, si on continue comme ça, les espèces vont s'éteindre. Donc, c'est pour ça que c'est une menace directe pour la biodiversité. Mais au niveau terrestre, on a aussi tout ce qui touche au braconnage. Ça peut être le braconnage des animaux, comme on connaît, mais aussi des espèces de plantes qui peuvent se revendre très très cher sur Internet, par exemple, pour des gens qui sont très fans de ce type d'espèces. Et enfin, vous voyez que le changement climatique arrive qu'en 3e position, et ça, c'est quelque chose de super important que je voudrais bien faire passer cette fois-ci, c'est que le changement climatique, aujourd'hui, n'explique pas l'état de la biodiversité. Parce que le changement climatique commence en fait à peine à se faire sentir, et on sait que dans le futur, ça va devenir une des principales menaces de la biodiversité, mais aujourd'hui, ça n'explique pas du tout pourquoi les espèces disparaissent. Donc ça va être en fait une sorte de menace supplémentaire qui va peser sur la biodiversité. Ensuite, on a toutes les formes de pollution, donc on peut penser au plastique, évidemment, mais aussi typiquement aux engrais de l'agriculture, aux pesticides, à toutes ces choses-là qui se retrouvent dans les cours d'eau ou qui restent dans les sols et qui sont aussi très néfastes pour toutes les communautés d'espèces qui vivent là-dedans. Et puis enfin, on a les espèces exotiques invasives. Alors, je vais pas mal parler d'espèces exotiques, donc je vais vous faire une petite définition. Les espèces exotiques, c'est pas du tout des espèces tropicales, c'est des espèces juste qui ne viennent pas de notre région à la base et qui ont été amenées, souvent, même quasiment tout le temps, par nos activités directement, en les plantant par exemple ou en les amenant comme ça, ou sans faire exprès, si on a des petites graines qui restent accrochées à nos chaussures quand on voyage d'un continent à l'autre. Donc, quand on parle d'espèces exotiques, bien évidemment, on parle d'espèces qui viennent d'assez loin, hein, c'est-à-dire de parler d'espèces d'exotiques parce qu'elles poussent en France et qu'on ne la retrouve pas en Suisse, c'est un peu ridicule parce que finalement, c'est un peu à côté, quoi. Mais par exemple, ce sont souvent des espèces asiatiques ou américaines ou d'Australie ou d'Afrique du Sud. Et le critère invasive, les espèces exotiques invasives, c'est donc des espèces exotiques qui posent un réel problème pour la biodiversité locale. Alors, il y a tout un tas d'espèces exotiques qui sont implantées un petit peu à droite à gauche, mais qui ne posent pas vraiment de problème, en fait. Donc, fondamentalement, ce n'est pas très grave, finalement.
Mais on en a quelques-unes qui se développent de manière un peu effrénée et grappillent un petit peu toute la place disponible pour les espèces locales. Et du coup, à cause de tout ça, en Suisse, on estime qu'on a à peu près 28% des plantes vasculaires, 32% des champignons, 40% des oiseaux nicheurs, 41% des mollusques qui sont directement menacés d'extinction. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, on peut faire un dialogue comme ça, vous levez la main et puis... Du coup, il y a pas mal de techniques qui existent pour contrer un petit peu cette perte de biodiversité, et notamment l'une d'entre elles, que je vais développer un tout petit peu parce que mon projet de thèse s'inscrit là-dedans, c'est ce qu'on appelle l'infrastructure écologique. Et c'est quelque chose qui est promu aujourd'hui en Suisse au niveau fédéral et cantonal à Genève. Une infrastructure écologique, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais en gros, c'est juste l'idée de conserver des zones plutôt naturelles ou semi-naturelles qui sont intéressantes pour la biodiversité, mais pas que, aussi pour les services écosystémiques, pour la connectivité, par exemple, des habitats, pour permettre aux animaux de bouger d'un côté à l'autre, etc. Et donc l'idée, c'est d'identifier ces zones intéressantes sur le territoire genevois, et puis de les conserver tout de suite pour permettre à la biodiversité de se maintenir dans le futur et aux espèces de pouvoir bouger un petit peu à droite à gauche. Et donc, notre idée pour identifier cette infrastructure écologique, c'est de se baser sur l'étude de la biodiversité, l'étude des services écosystémiques, de la structure et de la connectivité du paysage. Et je pense que vous avez compris que moi, je m'occupe du coup de la partie biodiversité. Donc, c'est cette partie-là que je vais vous développer aujourd'hui. Maintenant, pour parler du changement climatique, je pense que maintenant, il n'y a plus aucun doute sur le fait que le changement climatique existe, ou que le réchauffement climatique existe, c'est-à-dire que les températures augmentent. Bon, c'est un fait, hein, on mesure des températures un peu partout, puis on voit que ça augmente, donc ça, c'est pas très compliqué. Et puis, surtout, que cette augmentation de température est due aux activités humaines. Comme vous pouvez le voir, attendez, je vais vous sortir, hop là. Je vais vous montrer directement sur le graphique, hop. Voilà, sur ce graphique-là, vous voyez en noir, ici, les températures qui sont observées. Donc ces deux graphiques viennent des derniers rapports du GIEC. Hein. Et une des conclusions d'ailleurs du dernier rapport du GIEC, c'est de dire que maintenant, il n'y a plus aucune ambiguïté possible. Le réchauffement climatique existe et est bien de la faute des activités humaines. Maintenant, on en est sûr. Donc, en noir, ici, c'est les températures observées. Et puis, en bleu, ça serait les températures qu'on attendrait si on ne prenait pas en compte les activités humaines. C'est-à-dire si on considère uniquement l'activité solaire, l'activité volcanique, etc. Et vous voyez qu'on reste en fait centré autour de zéro. Hein. C'est normal qu'il y ait des petites variations, c'est tout à fait naturel, mais ça n'explique pas du tout l'augmentation qu'on observe. Et à partir du moment où on intègre l'effet des gaz à effet de serre qu'on émet, à ce moment-là, c'est la courbe qui est un petit peu marron-orange, là, et vous voyez que ça colle beaucoup plus aux observations. Et donc, c'est pour ça qu'on peut être à peu près sûr que le changement climatique qu'on observe actuellement est bien dû aux gaz à effet de serre qu'on émet dans l'atmosphère. Alors, tous les ans, j'aime bien regarder un petit peu toutes les températures, voir un petit peu où on en est d'année en année. Et du coup, je vais vous présenter 2-3 chiffres pour l'année 2020. Vous voyez que j'ai mis les sources en bas si vous voulez aller voir. On a Météo France, Météo Suisse, et puis une agence américaine qui surveille aussi le climat au niveau de la planète. Et donc, en 2020, on n'a pas encore les données pour 2021, mais 2020, c'était l'année la plus chaude en Suisse, à égalité avec 2018, mais aussi en France et en Europe de manière générale. Et en Europe et en Asie, on a dépassé les plus 2 degrés au-dessus des moyennes pré-industrielles pour la toute première fois en 2020. Donc. 2020 détrône 2019 et est maintenant la deuxième année la plus chaude au niveau mondial, précédée par 2016 de presque rien, quoi. Nous sommes à peu près à égalité. Donc on est quasiment à plus 1 degré hein, déjà. Et donc l'année la plus chaude c'est 2016, la deuxième on vient de le dire c'est 2020, et puis les troisième, quatrième, etc. c'est 2019, 2015, 2017, 2018 et 2014. Donc ça veut dire que les 7 années les plus chaudes qui ont été enregistrées, c'est en fait les 7 dernières années. Donc ça veut dire que ça va en s'accélérant.
La moyenne des températures, la température moyenne sur les terres émergées est, elle, la plus chaude jamais enregistrée, avec plus 1,59 degrés. Alors, avant de continuer, je voudrais juste faire un petit point. Il y a plein de chiffres très différents et c'est peut-être pas très clair de comprendre pourquoi on parle de plus 2, ensuite plus 1, ensuite plus 1, 59, etc. En fait, les océans chauffent beaucoup moins vite que les terres émergées, parce qu'il faut beaucoup d'énergie pour chauffer de l'eau et pas beaucoup pour chauffer un caillou, en gros. Et puis, les zones qui sont situées assez hautes en latitude, donc typiquement en hémisphère nord, où on a beaucoup de continents, chauffent aussi plus vite, et les montagnes aussi. En fait, les zones montagneuses, les zones en altitude chauffent aussi un peu plus vite. C'est pour ça qu'on peut se retrouver avec, en Europe, des températures de plus de degrés, mais si on regarde dans le monde entier, en comptant les océans, et ben finalement, on est à plus 1. Et puis si on prend que les terres émergées sur toute la planète, donc l'Europe mais aussi les autres régions, on est à plus 1,6 à peu près. Du coup, ça veut dire que quand on parle de réchauffement climatique, il faut maintenir plus de degrés, pas dépasser plus de degrés, on parle de manière globale. Donc si on essaie de maintenir plus de degrés de manière globale, ça veut dire qu'ici, on pourra avoir des températures de plus 4, de plus 5 degrés par exemple. Oui ? Alors parce qu'il y a beaucoup de terres en fait, enfin il y a beaucoup de continents sur l'hémisphère nord et finalement pas tant que ça dans l'hémisphère sud. Et dans l'hémisphère sud, on a aussi l'Antarctique qui est un continent mais qui est complètement glacé et qui fait effet un peu de frigo sur tout l'hémisphère sud. Alors que sur l'hémisphère nord, au contraire, on a beaucoup de terres qui entourent le pôle et du coup ça chauffe beaucoup plus vite, quoi. Pour continuer, la décennie 2011-2020, c'est la plus chaude dans le monde, avec plus 0,82, et aussi en Suisse. Donc là, vous voyez encore une fois qu'on est on est déjà beaucoup plus chaud en Suisse qu'ailleurs dans le monde. On chauffe plus vite. Parce qu'on est un peu haut en latitude, on est dans l'hémisphère nord, il y a des montagnes, il y a principalement, il y a pas d'océan en Suisse, donc ça chauffe très très vite, ça chauffe plus vite. Donc ouais, ça fait partie des explications. Et puis la température chauffe de plus 0,18 par décennie depuis 1981, ce qui est 2 fois plus rapide que les valeurs d'avant 1981, qui étaient d'environ 0,08 degrés par décennie. Et enfin, dernier chiffre, les 44 dernières années sont toutes plus chaudes que la moyenne pré-industrielle, que ce soit dans l'air ou dans les océans. Voilà, donc là je vous ai donné 50 000 chiffres, mais c'est juste pour vous montrer que bon, c'est un truc qui est mesurable, on le sait, ça fonctionne, on comprend ce qui se passe. Si on s'attarde un peu plus en Suisse, avec les données de Météo Suisse, alors je crois que c'est des données qui datent de 2018 ou 2017 ou 2019, quelque chose comme ça. On a déjà plus de 2,1 degrés en Suisse depuis 1864. On a divisé les jours de neige par 2 depuis les années 70. On a 3 fois plus de vagues de chaleur depuis le début du siècle dernier. Et les glaciers ont perdu 60% de leur volume depuis 1850. Et vous voyez, je ne sais pas si vous avez déjà vu ces petites représentations là avec les traits de toutes les couleurs. Quand vous avez des couleurs en bleu, plus c'est foncé, plus c'est froid par rapport à la moyenne, et plus c'est rouge foncé, plus c'est chaud par rapport à la moyenne, et je trouve que ça illustre assez bien le réchauffement qu'on observe actuellement. Ok, donc après cette introduction, la question qu'on peut se poser, c'est comment le changement climatique va affecter la distribution des plantes, donc de la biodiversité des plantes, à Genève et aux alentours. Donc maintenant, je vais vous montrer un petit peu comment moi j'étudie toutes ces thématiques. Donc je vous ai dit, la biodiversité, c'est la diversité génétique, la diversité des individus, la diversité des espèces et la diversité des habitats. Mais toutes ces choses-là ne sont pas faciles à étudier de la même manière. La diversité génétique, de manière globale, c'est assez compliqué à étudier. Alors c'est très facile pour une espèce ou une population, mais vous imaginez qu'il faut extraire de l'ADN de plein d'individus si on veut avoir une espèce de vision globale des choses. Donc c'est un peu compliqué. La diversité individuelle, c'est faisable aussi, c'est toutes les petites variabilités au sein d'une espèce, mais finalement, ce n'est pas spécialement intéressant si on veut s'intéresser à la biodiversité en général. Et la diversité spécifique et la diversité des écosystèmes sont beaucoup plus simples à étudier. Et donc moi, je me suis basé sur la diversité des espèces. Et du coup, la première question qu'on peut se poser, c'est où est-ce qu'on trouve les espèces? Si on veut étudier la distribution de la biodiversité dans notre territoire, il faut d'abord se demander où est-ce qu'on trouve ces espèces. Et bien pour ça, il y a des choses très pratiques que j'utilise à peu près tous les jours qui s'appellent les Species Distribution Models. C'est les modélisations de distribution d'espèces. Alors l'idée principale et l'avantage principal de ces modélisations, c'est que ça peut combler les connaissances de terrain. Par exemple, attendez, je vais vous montrer.
Hop là, dans cette image-là, vous voyez, donc là, on a le lac Léman ici, ça c'est le territoire du Grand Genève, et ce que vous voyez, les espèces de petites croix que vous voyez un peu partout, ce sont des observations dans la nature d'une espèce, l'Hystera ovata, c'est une orchidée. Et donc vous voyez qu'on la trouve un peu partout, mais typiquement, ici dans le Jura, bizarrement, on voit aucune observation. Alors, est-ce que ça veut dire que la plante ne pousse pas là-bas, ou est-ce que ça veut dire juste qu'on n'a pas accès aux informations, que les gens qui l'ont vu l'ont juste pas dit, ou qu'on nous a pas partagé ces informations? Eh bien, typiquement, les modélisations dont je vous parle, ça permet de combler un petit peu ce manque de connaissances-là. Ça permet aussi de comprendre les éléments qui influent la distribution, de se dire telle espèce, elle va plutôt pousser dans des zones où il fait chaud l'été, telle espèce dans des zones où il fait plutôt froid, telle espèce c'est plutôt l'altitude qui compte, etc. On peut projeter la distribution dans différents scénarios, ça c'est ce que je vais vous expliquer juste après, et c'est particulièrement intéressant pour les espèces invasives et pour le changement climatique. Et puis ça aide à comprendre et à prévoir le comportement des espèces face aux perturbations. Alors, comment ça marche? Tout d'abord, il nous faut les espèces de petits points d'observation, comme je vous ai expliqué juste avant, donc les espèces de petites croix. Donc, il nous faut des données d'observation sur le terrain. Il faut que des naturalistes puissent partager les données et puis nous disent j'ai vu telle espèce à tel endroit. Ensuite, il nous faut ce qu'on appelle des prédicteurs. Les prédicteurs, c'est des données qui ont un impact sur la distribution des espèces. Ça peut être la température, par exemple, si on pense au climat, les précipitations. Ça peut être des éléments topographiques, par exemple la pente, l'altitude, le type de sol, ce genre de choses. Et puis aussi le type d'habitat, parce qu'il y a certaines espèces qu'on va retrouver que dans un habitat très précis et pas ailleurs. Donc c'est-à-dire où se trouvent les forêts, les prairies, les zones urbaines, les zones humides, par exemple, toutes ces choses-là. Une fois qu'on a donc nos observations et nos prédicteurs, en fait, le modèle, ce qu'il va faire, c'est qu'il va calculer ce qu'on appelle la niche écologique d'une espèce, c'est-à-dire il va regarder à tous les points d'observation les données environnementales. C'est-à-dire qu'il va se dire, telle espèce, on la trouve que entre 15 et 20 degrés, on la trouve que dans des prairies, on la trouve que dans des zones à basse altitude, par exemple. Donc, il calcule un petit peu tout ça, et il se dit, cette espèce, elle aime bien ce genre de conditions-là, et ensuite, on projette ces conditions sur notre territoire. Et du coup, ça nous donne des espèces de cartes, comme vous voyez ici, où les zones en verte sont les zones qui sont favorables au développement de l'espèce, c'est-à-dire qui cochent un petit peu toutes les cases de ce qu'aime bien l'espèce pour pouvoir pousser. Et puis les zones en rouge, c'est les zones qui cochent aucune case, et donc on peut s'attendre à ne pas trouver cette espèce à cet endroit-là. Alors, ça ne veut pas dire que dans toutes les zones en verte, vous allez absolument trouver cette espèce, ce n'est pas de la divination non plus. N'empêche que si on attend suffisamment longtemps, si on va la replanter à cet endroit-là, il y a quand même de fortes chances qu'elle puisse pousser à cet endroit-là. Donc, c'est un habitat qui est intéressant à conserver pour cette espèce. Et du coup, au lieu de projeter toutes ces informations sur notre territoire actuel, l'idée c'est de projeter ça en montant un petit peu la température, en changeant un petit peu les précipitations, en changeant un petit peu le type d'habitat, etc., pour pouvoir voir comment les espèces vont se comporter dans ces nouvelles conditions qui sont en fait le changement climatique. Et donc, c'est exactement ce que j'ai fait, et pour faire ça, je me suis basé sur des projections climatiques à l'horizon 2050. Et vous voyez sur ce graphique ici, donc nous on est à peu près là, et tout ça ce sont des scénarios. Alors on a ici le scénario le plus pessimiste, où en gros on continue ce qu'on fait jusqu'à maintenant, donc en gros on fait rien de plus, rien de moins que ce qu'on est en train de faire. Là on suit exactement cette trace-là pour l'instant. Et puis on a les scénarios les plus optimistes ici, qui dit on va arrêter de jeter du CO2, on va développer des technologies qui vont nous permettre de récupérer le CO2 dans l'atmosphère, qu'on ne sait pas faire pour l'instant. C'est des scénarios un peu optimistes, quoi. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les scénarios les plus pessimistes, donc les scénarios où on a le plus de réchauffement, et les scénarios les plus optimistes, ceux où on a le moins de réchauffement, pour se dire si on étudie déjà les deux extrêmes, on a à peu près, on se doute que ça va taper un peu au milieu, quoi. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré les données de température et de précipitation. Donc, juste pour vous donner une idée de la différence entre les scénarios optimistes et pessimistes, ça, c'est les températures maximales du mois de juillet, température moyenne maximale, pour aujourd'hui, donc actuellement. Donc, quand on est en rouge, on est à plus de 28 degrés, en orange, plus de 25, en jaune, plus de 22, en vert, plus de 18, et en bleu, moins de 18 degrés.
Donc ça, c'est les scénarios actuels. Ça, ce sont les scénarios les plus optimistes. Donc pour l'instant, on n'en suit pas du tout la trajectoire. Et ça, ce sont les scénarios les plus pessimistes, pour 2050. Donc, vous voyez qu'il y a finalement assez peu de différence entre les deux par rapport à ce qu'on observe actuellement. C'est-à-dire que donc, même si on devient parfait à partir de demain et qu'on arrive à recapturer tout le CO2, on est quand même parti pour se prendre un réchauffement climatique, quoi. Et donc, les questions que je me suis posées, c'est par exemple, est-ce que les distributions des plantes actuelles et futures, elles se superposent? Est-ce que les espèces vont devoir migrer pour aller chercher des zones favorables à leur développement? Est-ce que la taille des zones habitables va augmenter ou au contraire diminuer? Est-ce qu'il y a des espèces est-ce que toutes les espèces vont réagir de la même manière ou est-ce qu'il y en a qui vont plutôt profiter de ce réchauffement et d'autres qui vont au contraire pas trop en profiter? C'est un petit peu toutes ces questions-là que je vais vous présenter juste après. Donc, maintenant, je vous présente quelques petits résultats. Donc, ce que j'ai pour chacune des espèces, c'est ce type de carte que vous voyez. Alors, je suis désolé, j'ai mis les couleurs à l'envers, c'est-à-dire que quand c'est bleu, c'est des milieux qui ne sont pas favorables, et quand c'est rouge, c'est des milieux qui sont très favorables. Et tant pis. L'important, c'est de comprendre à quoi ça sert. Donc, ça, c'est les résultats finaux. Et donc, les zones qui sont en rouge sont des zones qui sont particulièrement favorables pour le développement d'une espèce. À ce moment-là, c'est le sapin blanc, Abies alba. Et les zones qui sont bleues, les zones qui ne sont pas du tout favorables. De cette première carte, on peut en tirer une deuxième carte, où on peut dire, une carte un peu binaire, où on dit, les zones qui sont blanches ici sont pas du tout, sont plutôt pas favorables, et les zones qui sont vertes sont plutôt favorables. Et une fois qu'on a ce type de carte-là, déjà c'est plus simple, et puis on peut mesurer tout un tas de trucs, par exemple, la taille de ces zones habitables, on peut mesurer la même chose dans le futur, etc. Ça nous donne une sorte de point de repère un peu entre aujourd'hui et le futur. Et donc, par exemple, à gauche, là, on a la distribution actuelle que je vous ai montrée juste avant, et à droite, on a la distribution du futur pessimiste. Et donc, vous voyez que les zones dans le bassin genevois sont moins rouges, et donc, du coup, ça veut dire qu'elles sont moins habitables, elles vont devenir moins habitables pour cette espèce. Et par exemple, si on regarde maintenant juste la carte binaire, on se rend compte que l'aire de répartition de cette espèce, localement en tout cas, est vouée à être assez réduite. Ok, du coup, si on regarde d'autres espèces, on peut se rendre compte qu'en moyenne, les plantes alpines vont perdre des zones habitables, et ce qui est finalement assez logique, puisque vu que la température va monter, les plantes alpines, elles vont essayer de monter pour suivre la fraîcheur, sauf que typiquement dans le Jura, on ne peut pas monter très très haut, quoi. Donc s'il fait trop chaud, il fait trop chaud. Donc, par exemple, là vous voyez donc, les cartes actuelles de cette belle gentiane bleue, je ne sais pas si vous la connaissez, Gentiana acolis, qu'on peut trouver encore dans le Jura, mais vous voyez que dans le futur, ça va être déjà un peu plus compliqué. Et si on regarde les cartes binaires, on a même prévu que dans un futur pessimiste, on puisse ne plus en trouver du tout, par exemple. Si on regarde maintenant plutôt les plantes exotiques, les plantes qui sont plantées typiquement dans la ville de Genève ou en bas, on va dire dans le plateau, dans les villes, on se rend compte que c'est un peu l'inverse qu'on observe. Donc ça, c'est un érable. Vous voyez qu'actuellement, vous voyez la carte actuelle qui est à gauche et la carte future à droite, on voit que les zones sont plus rouges, plus grandes. Et si on regarde la distribution, la carte binaire, c'est exactement pareil. On voit des nouvelles zones qui s'allument un petit peu au niveau du Jura, et puis la zone au niveau en bas, au niveau de Genève, s'élargit un petit peu, quoi. C'est exactement la même chose qu'on peut voir avec les plantes méditerranéennes, puisqu'on a encore quelques espèces méditerranéennes qui sont un peu en fin d'aire de distribution chez nous, qui arrivent un peu à survivre, mais voilà. Et typiquement, ces plantes-là sont vouées à se développer beaucoup plus dans le futur, vu qu'il va faire plus chaud, donc c'est tout à fait logique. Donc c'est exactement le même genre de carte qu'on observe. Et puis pour certaines espèces plantées, comme la vigne par exemple, on observe aussi, qui sont des plantes méditerranéennes à la base, on observe aussi un agrandissement comme ça des zones intéressantes pour sa culture. Donc on pourra cultiver de la vigne un peu dans plus d'endroits dans le futur, si vous voulez. Donc ça, c'était des résultats un petit peu précis sur telle espèce ou telle espèce. Maintenant, si on regarde de manière un peu plus globale, on peut se rendre compte de plusieurs choses, et notamment que les espèces exotiques sont avantagées par le changement climatique en moyenne. Alors, je vais essayer de vous expliquer rapidement ce graphique, et je ne vais pas vous présenter tout dans le détail parce que ça va être un peu long sinon. Donc ici, on observe la proportion de notre aire d'étude qui est habitable pour les espèces. Donc c'est-à-dire en gros les zones qui sont vertes, quoi. Donc si on est à 100%, ça veut dire que tout est habitable, et si on est à 0, ça veut dire que rien n'est habitable.
Donc ici, on a cette proportion actuelle. Ici, c'est futur optimiste et ici, c'est futur pessimiste. Et les différentes couleurs, là, ça représente les plantes indigènes, donc qui viennent d'ici en vert. En rouge, ce sont les plantes exotiques et en jaune-orangé, ce sont ce qu'on appelle les plantes archéophytes. Donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, ce sont des plantes exotiques, mais qui ont été plantées il y a très longtemps. Typiquement, on a toutes les plantes messicoles, la bourrache, le coquelicot, les choses comme ça, qui sont arrivées en fait avec l'agriculture, en fait, donc il y a très longtemps, où on a aussi le marronnier, par exemple. Voilà. Et c'est des espèces qui sont déjà bien établies, qui ne posent pas de problème, qui sont là depuis longtemps et qui ne sont pas en développement. Et donc, si vous regardez ces résultats, on voit qu'aujourd'hui, les plantes indigènes occupent une partie plus grosse du territoire, et c'est à peu près logique, hein, vu que c'est normal de penser que le territoire est plus habitable pour les plantes qui viennent d'ici, en fait. Donc c'est tout à fait logique. Mais si vous regardez les espèces exotiques, elles ont tendance à dépasser les espèces indigènes dans le futur. Sauf que là, ce sont uniquement si on prend en compte que le climat et qu'on ne prend pas en compte, par exemple, les habitats, toutes ces autres choses qui peuvent être intéressantes pour la distribution des plantes. Et si on prend en compte les habitats, donc c'est exactement le même graphique, vous voyez que du coup, les plantes exotiques se développent quand même un peu moins dans le futur. Donc c'est vraiment important de prendre en compte pas que le climat, il n'y a pas que le climat qui explique la distribution des espèces, sinon on masque en fait toute une partie de l'écologie des plantes, quoi. Et typiquement, l'avantage qui va être donné aux espèces exotiques dans le futur va être contrebalancé par la disponibilité des habitats et le fait qu'il y a déjà d'autres espèces qui poussent dans ces habitats aussi. Je ne vais pas passer trop de temps sur tous ces autres graphiques. Si vous voulez, on y reviendra après si vous avez des questions. Mais en gros, ici, ce que je voulais vous montrer, c'est que les espèces exotiques vont voir leur aire de répartition augmenter en comparaison à aujourd'hui. C'est-à-dire que si l'aire de répartition d'une espèce est de 10 km² aujourd'hui, elle sera de 15, 20, 30 km² dans le futur. Alors que les espèces indigènes, pas tellement. On a des résultats plus mitigés. Et si vous regardez, vous voyez, c'est centré sur 0. Donc en gros, on en a autant qui gagnent que d'autres qui perdent, quoi. Mais en revanche, quand on arrive dans cette limite de moins 100%, c'est-à-dire qu'on n'a plus aucune zone habitable en fait dans le futur, et vous voyez qu'il n'y a que des espèces indigènes qui se rapprochent dangereusement de cette limite. Ça veut dire que, on va avoir probablement certaines espèces indigènes qui vont simplement disparaître en fait à cause du changement climatique, même d'ici à 2050 en fait. Là, c'est la superposition entre les aires de distribution actuelles et futures. Donc, si on a une superposition parfaite, c'est-à-dire que, imaginez que l'aire actuelle soit ici, l'aire future va se retrouver exactement au même endroit, ou soit va être plus grande, etc., mais elle va englober l'aire actuelle. Donc, à ce moment-là, on a une superposition parfaite. Et si on a une superposition nulle, donc de 0 sur le graphique, ça veut soit dire que l'aire future est loin de l'aire actuelle, donc il n'y a pas de superposition, mais elle existe quand même, soit que juste la zone habitable future n'existe pas, en fait, et à ce moment-là, on n'a pas de superposition. Et encore une fois, ce qu'on peut observer, c'est que les espèces indigènes vont voir leur distribution se réduire ou se déplacer, et que la distribution actuelle des espèces exotiques sera toujours habitable dans le futur. Donc en gros, où elles sont aujourd'hui, elles vont le rester, et en plus de ça, elles vont conquérir de nouveaux territoires. Et ça, c'est exactement ce qui est montré par ce graphique-là. C'est en gros la proportion de nouveaux territoires que ces espèces vont pouvoir aller coloniser. Et donc, les espèces exotiques vont pouvoir en coloniser beaucoup plus par rapport à leur distribution actuelle. Bon, tout ça pour vous dire que j'ai développé un espèce de petit indice de vulnérabilité par rapport à toutes ces choses que je vous ai montrées, la superposition, la taille des aires de distribution, tout ça, tout ça. Et plus on se rapproche de 1, plus ça veut dire que les plantes sont très menacées, et plus on est vers 0, plus les plantes ne sont pas du tout menacées, et au contraire, elles vont mieux se développer. Et en fait, si, je vais enlever les espèces indigènes qui sont vertes et qui masquent un peu tout. Si on regarde juste les espèces exotiques et archéophytes, on voit qu'elles sont surtout situées sur le bas du graphique, donc ça veut dire qu'elles sont peu impactées par les changements globaux, ou en tout cas impactées positivement. Ok, c'était un petit peu dense, je suis désolé, mais du coup, on va passer et aussi quelques choses que vous pouvez faire à votre échelle si vous voulez participer un petit peu à réduire votre impact sur le climat. Donc s'il fallait retenir quelques petites choses, la première chose qui est très importante, je pense, c'est que de se rendre compte que le déclin actuel de la biodiversité n'est pas dû au changement climatique, vraiment pas.
Ce sont deux problématiques qui sont évidemment liées parce que c'est la même source. Hein. Le problème, c'est notre manière d'occuper l'espace et la manière dont on vit. Donc c'est des problématiques liées mais différentes. Encore une fois, hein, actuellement, le déclin de la biodiversité n'est pas expliqué par le changement climatique. Et comme disait Aurélien Barraud, que vous connaissez peut-être, il disait qu'on, même si on arrive à plus émettre 1 gramme de CO2, on peut quand même raser la forêt amazonienne avec des machines qui fonctionnent à l'énergie solaire, quoi. Et donc la biodiversité va continuer à chuter. Donc il faut bien se rendre compte que c'est deux choses différentes. Néanmoins, le changement climatique va impacter la distribution des espèces, et d'autant plus dans le futur, puisqu'il commence à peine en fait à monter, et il va les impacter de manière différente. Les espèces exotiques vont voir leurs conditions environnementales s'améliorer, comme on a vu, donc elles vont prendre plus de place, la zone sera plus habitable pour ce type d'espèces, mais ce n'est pas forcément le cas des espèces indigènes, dont certaines vont disparaître localement. Alors, c'est pas si grave que ça. Hein. C'est-à-dire que si on a, j'invente totalement, si on a le pissenlit qui disparaît de Genève, on sait qu'il y en a un peu partout ailleurs. Donc ça ne veut pas forcément dire que c'est la fin de l'espèce et que c'est très très grave. Mais il y a certaines espèces qu'on peut retrouver que dans certaines zones bien précises, et à ce moment-là, si elles disparaissent, bah, c'est quand même plus embêtant, quoi. Les différences entre les scénarios optimistes et pessimistes sont assez peu perceptibles, au moins à l'horizon 2050. C'est-à-dire que bah, finalement, les résultats sont assez proches entre les scénarios optimistes et pessimistes. Je vous avais montré les cartes là, du réchauffement au niveau de l'Europe. Mais plusieurs choses. Déjà, bah, le réchauffement ne s'arrête pas à 2050, il va continuer jusqu'à 2100 et puis même après, en fait. Donc bah, tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, ça sera évidemment toujours mieux dans le futur. Néanmoins, on est quand même déjà embarqué pour un réchauffement, même si on devient exemplaire à partir de demain. Donc c'est difficile de faire machine arrière maintenant. Donc c'est intéressant de comprendre ce qui va se passer, d'essayer de comprendre ce qui va se passer et de voir comment on peut faire pour atténuer les effets. Et puis les impacts du changement climatique sont quand même exacerbés dans les scénarios les plus pessimistes. Alors même s'il y a peu de différence, on voit que les espèces qui vont y gagner avec le réchauffement climatique, y gagnent plus dans les scénarios pessimistes, et les espèces qui vont y perdent plus dans les scénarios pessimistes. Maintenant, par rapport plus aux modèles et aux modélisations et toutes ces choses un peu compliquées, je vous ai montré, c'est important de considérer les habitats dans les modélisations parce qu'il n'y a pas que le climat qui influe sur la distribution des espèces. Et c'est important de se rappeler que la distribution des habitats, c'est aussi une des choses très importantes pour la distribution des plantes, puisque si on a une espèce qui ne pousse que en forêt, elle ne va pas pousser ailleurs qu'en forêt. Donc si on a un climat qui est idéal mais qu'on n'a pas cet habitat-là, l'espèce ne va pas pousser à cet endroit-là. Et l'inverse est vrai aussi. L'utilisation de modélisation, de modèles, tout ça, ça permet de mieux comprendre et de prévoir la distribution des espèces, mais c'est en aucun cas quelque chose qui est gravé dans le marbre et où je vais vous dire ça va exactement se passer comme ça. Non, c'est juste pour nous donner un peu des idées sur comment les espèces peuvent se comporter dans le futur. Et justement, on peut faire dire à peu près tout et n'importe quoi à des modèles. On peut toujours les améliorer parce que les modèles ne sont jamais parfaits, évidemment. Et puis, c'est important de regarder la tendance globale et pas forcément le détail, et aussi de connaître les limites un petit peu de tout ce qu'on fait, quoi. Et il y avait une phrase d'un mathématicien ou d'un statisticien, George Box, qui disait que tous les modèles sont de toute façon faux, mais que certains sont utiles. Et je pense que c'est assez intéressant de regarder ça comme ça. Enfin, les modélisations requièrent des données qui sont difficiles à obtenir, souvent une bonne compréhension des mécanismes écologiques, des compétences, de la puissance de calcul, tout ça. Donc, c'est pas à la portée de tout le monde. Donc il faut qu'il y ait des gens qui fassent que ça pour pouvoir prévoir des choses, mais ce n'est pas forcément les mêmes personnes qui vont connaître comment ça se passe pour de vrai sur le terrain, par exemple, ou qui ont le pouvoir décisionnaire pour pouvoir changer des choses, etc. Donc une seule et même personne ne peut pas tout comprendre sur tous ces aspects, et donc c'est important de se mettre un peu tous ensemble pour essayer de faire quelque chose d'intéressant. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant qu'on a dit toutes ces choses tristes et pour le futur? Alors, le dernier rapport du GIEC a dit quelque chose de super intéressant, je trouve, c'est de dire que chaque gramme de CO2 compte. Parce que plus on attend, plus la chute, en fait, va être difficile. Et pour ça, ils ont fait ce joli graphique que vous voyez là. Ah, je vais déjà... et qui dit, par exemple, que si on avait commencé à réduire nos émissions de CO2 dès l'année 2000, on aurait eu besoin de les baisser que de 2% par an, ce qui est difficile, mais qui est jouable. Si on avait commencé dès 2019, il faudrait réduire de 5% par an, ce qui est bien moins jouable, vous allez voir pourquoi.
Et puis si on continue comme ça pendant 10 années, non, même pas, si les émissions sont constantes, alors là pour l'instant elles augmentent tous les ans, hein, mais imaginons qu'à partir de maintenant elles n'augmentent plus, mais elles restent constantes pendant 10 ans, jusqu'à 2030, ça veut dire qu'il faudra ensuite baisser de quasiment 10% par an ces émissions de CO2, ce qui est clairement impossible à l'heure actuelle. Et pourquoi, alors je ne sais pas si on se rend compte de combien ça fait 9%, 10% de CO2, etc. Et ben, par exemple, l'année 2020, c'est la seule année qui a respecté les accords de Paris, de la COP 21, à cause du Covid et de tous les confinements, en fait. Et du coup, bah, quand toutes les machines, quand une bonne partie des machines sont à l'arrêt, en tout cas en Occident, pendant quelques mois, on a quand même eu l'impression qu'on n'a rien fait pendant quasiment un an, ou au moins pendant plusieurs mois. Et ben, en fait, en 2020, on a baissé de 5% nos émissions. Donc ça veut dire que si on voulait suivre cette tendance de 5% et suivre les accords de Paris, il nous faudrait l'équivalent d'un Covid supplémentaire tous les ans. C'est-à-dire qu'il nous faudrait un Covid pour baisser de 5%, puis après un deuxième pour baisser de 5% par rapport à l'année d'avant, puis l'année d'après un troisième encore, enfin 3 Covid dans la même année pour baisser encore de 5% par rapport à l'année d'avant. Donc c'est quand même assez difficile à imaginer pour l'instant, surtout au vu des conséquences économiques, etc. Et tout ça, c'est dû au fait que on est quand même une forte dépendance de notre économie au pétrole, parce qu'en gros, plus on brûle du pétrole, plus on peut construire des choses, on peut se déplacer, etc. Et ça fait que c'est complètement, enfin, l'économie est complètement indexée sur le pétrole. Mais de toute façon, le pétrole se fait de plus en plus rare, et aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué d'aller en chercher. Donc, de toute manière, si on n'essaie pas par nous-mêmes, entre guillemets, de baisser notre consommation de pétrole et donc de CO2, pour des raisons environnementales, on va devoir le faire à un moment ou à un autre parce que ça va plus valoir le coup d'aller chercher du pétrole. Il y a à peu près un siècle, quand on allait chercher du pétrole, on dépensait, bon, je vais inventer les chiffres, mais c'est l'ordre de grandeur qui compte, on dépensait l'équivalent de 1 baril de pétrole pour en sortir 60 ou 70, donc ça valait vachement le coup. Et aujourd'hui, on n'en est pas du tout là, hein. Même avec toutes les nouvelles techniques, les sables bitumineux, toutes ces choses hyper polluantes et horribles, on dépense en gros 1 baril de pétrole pour en sortir 2 ou 3 en fait. Donc ça devient de plus en plus difficile et il y a un moment où ça va juste plus valoir le coup de dépenser plein d'énergie pour en gagner moins que ce qu'on a dépensé pour aller le chercher en fait. Mais du coup, ça veut dire que si on réfléchit un peu, ça veut dire qu'on ne pourra pas garder notre niveau de vie et notre confort de manière générale tout en réduisant notre impact sur l'environnement, parce que c'est justement notre niveau de vie et notre confort qui ont un impact sur l'environnement. Et puis, ça veut aussi dire que les mesures nécessaires seront forcément contraignantes pour une bonne partie de la population. Et quand je dis une bonne partie de la population, c'est évidemment pas tout le monde, parce que un rapport de l'Oxfam, qui est sorti, je crois, en 2020, oui, c'est écrit, a estimé que en fait, les 10% les plus riches sont responsables les plus riches au niveau de la planète sont responsables de la majorité des émissions de CO2. Et par exemple, si vous regardez ce petit graphique que je vais vous expliquer rapidement, ici, on a la consommation des 1% les plus riches en termes de pétrole. Et vous voyez typiquement que les 1% les plus riches dépensent tout seuls plus de pétrole que les 50% les plus pauvres de la planète. Et que les 10% les plus riches dépensent la majorité émettent la majorité du CO2 par rapport aux 40% de la classe moyenne. Ensuite, on a d'autres petites choses, là, ces espèces de petits carrés qui montrent la consommation moyenne par personne. Et ce que vous voyez ici, c'est ce qu'il faudrait, ça serait la limite maximale, en fait, si on voulait respecter les accords de Paris. Donc là, ça serait 2 tonnes par an de CO2, et on voit que typiquement, les 1% les plus riches sont plutôt autour de 75, donc c'est-à-dire 30 fois plus de 30 fois plus, les 1% les plus riches. Et puis les 10% les plus riches, on est quand même 10 fois plus, on consomme quand même 10 fois plus de CO2 que ce qui est, entre guillemets, autorisé si on veut rester dans les accords de Paris. Et puis, ne vous méprenez pas, à l'échelle du monde, on est clairement, nous tous ici, dans les 10% les plus riches. Bon, alors ça ne veut pas dire que... Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire parce que ce n'est pas de notre faute et que c'est que les riches et les méchants qui doivent faire des efforts. Parce qu'on peut tous faire quand même des petits gestes à notre échelle, au moins pour limiter l'impact. Au niveau individuel, typiquement, trier ses déchets, ça ne suffit pas à changer quelque chose. Le mieux quand même, c'est, on vous l'a déjà dit 60 000 fois, mais on va quand même le répéter, c'est de limiter l'utilisation des transports polluants, que ce soit l'avion ou la voiture, par exemple. Et par exemple, quelque chose d'assez rigolo, j'ai vu qu'un aller-retour entre Paris et New York, ça consomme 2 tonnes de CO2 par voyageur. Et donc 2 tonnes de CO2, c'est ce qu'on a le droit, entre guillemets, d'émettre par an
si on veut respecter l'accord de Paris. C'est-à-dire que si vous faites un aller-retour Paris-New York, pendant tout le reste de l'année, vous n'avez plus le droit de manger, de vous chauffer, de vivre, d'acheter des choses, donc c'est impossible. Il faut évidemment consommer le moins possible de plastique, parce que c'est pas bon pour la biodiversité, de toutes les choses électroniques avec beaucoup de valeur ajoutée qui sont qui coûtent très cher en énergie, de vêtements, d'éléments jetables, etc. Il vaut mieux favoriser les choses recyclées, réutiliser, réparer, acheter d'occasion plutôt que d'acheter des choses neuves qui sont construites du coup exprès pour nous. Et puis surtout l'alimentation, c'est un point qui est super important, et en fait le fait de limiter sa consommation de viande industrielle, c'est le geste le plus facile et le plus impactant à la fois pour la production de gaz à effet de serre, parce que les animaux produisent du méthane qui a un pouvoir chauffant bien plus important que le CO2, mais aussi et surtout, j'ai envie de dire, pour la biodiversité, puisque la majorité de la déforestation, c'est pour créer des zones de culture pour nourrir les élevages industriels de viande qui nous nourrissent, nous, après, en fait. Donc, on pourra en discuter si vous voulez, mais là, on parle bien de viande industrielle, hein, donc d'élevage hors sol. Ensuite, il y a des sites internet, je ne sais pas si vous connaissez, qui permettent d'évaluer notre taux de CO2, enfin la consommation de CO2 annuelle. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà fait les tests, donc la limite devrait être à 2 tonnes. Hein. Moi, j'ai essayé de faire un test, et j'ai l'impression de faire plein d'efforts, et je suis encore à 9 ou 10 tonnes de CO2 par an. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir les zones en fait, où on peut réduire en fait, notre consommation. Ça peut être au niveau de l'énergie, ça peut être au niveau de l'alimentation. Moi, je sais que typiquement, le problème, c'est au niveau de la voiture, parce que j'utilise encore beaucoup la voiture. Donc voilà, ça vous montre un petit peu les zones qui peuvent, enfin les endroits où vous pouvez tirer un petit peu votre consommation vers le bas. Et puis, pour terminer, juste, je pense que c'est important de ne pas se contenter juste de ce qu'on fait déjà, mais de toujours essayer d'aller grappiller un petit peu plus, mais tranquillement, hein, sans se mettre trop la pression. Parce que ça ne va pas changer grand-chose finalement si vous faites des efforts ou pas, mais c'est toujours important d'aller grappiller un petit peu plus à son rythme, et puis voilà. Eh bien, j'ai terminé. Donc, si vous avez des questions, eh ben, vous pouvez me les poser, et je vous laisse mon adresse mail aussi, si jamais vous voulez me poser des questions, ou si vous avez d'autres questions dans le futur, n'hésitez pas. Oui ? Ouais, alors il y a plusieurs choses. Déjà, il y a la fabrication du téléphone, toutes ces choses-là, hein, qui évidemment consomment. Mais Internet consomme aussi beaucoup de CO2, hein, parce que toutes les informations auxquelles on a accès sont stockées dans des serveurs, dans des grosses boîtes qui tournent à fond les ballons et qui ont besoin d'électricité pour tourner à fond, et qui sont climatisées parce que ça chauffe beaucoup. Donc non, c'est pas terrible. Et je crois d'ailleurs, je vais peut-être vous dire une bêtise, mais encore une fois, c'est l'ordre de grandeur qui est important, que la consommation du CO2 juste due à Internet équivaut à peu près à des pays comme l'Espagne, quoi. À peu près à la consommation de CO2 d'un pays comme l'Espagne. Donc c'est évidemment beaucoup. On déforeste pour nourrir les humains aussi, hein, avec généralement la déforestation en Asie, typiquement en Indonésie, c'est surtout pour l'huile de palme, par exemple. Donc ça, c'est plutôt pour nous, pour toutes les choses un peu industrielles, préparées, etc. Oui, c'est effectivement pour l'agrocarburant, entre autres, mais c'est quand même surtout pour cultiver du soja pour l'élevage de viande industrielle. Alors typiquement, la consommation de viande, c'est moi ce que je vous dis, enfin tout le monde fait comme il veut, mais ce que je vous dis, c'est vraiment la viande industrielle. C'est pas les élevages en montagne ici qui peuvent avoir des effets vraiment bénéfiques sur la biodiversité typiquement. Dans les prairies d'altitude, si on n'a pas de pâturage, on a des zones qui peuvent se refermer, c'est-à-dire avec la forêt qui revient. Et à ce moment-là, toutes les plantes de prairies doivent aller ailleurs ou disparaître, etc. Et c'est des zones qui sont super riches en espèces de plantes. Donc c'est comme d'habitude, tout est un peu nuancé, il n'y a pas de réponse très claire sur tout ça, mais la viande industrielle de toute façon, puis même si c'est pour des questions juste idéologiques, hein, la qualité de vie quand même des bestioles qui sont élevées dans ces trucs industriels, c'est quand même terrible. Hein. Donc il y a aussi ces choses-là à prendre en compte, quoi. Ouais, c'est les animaux d'élevage. Ouais, c'est ça. Je crois que si on parle de vertébrés, aujourd'hui sur la planète, on a quelque chose comme 2% de toute la masse des vertébrés sur la planète, ce sont les animaux sauvages. Tout le reste, c'est des poules, des vaches, des moutons, des humains, des choses comme ça. Ouais, alors moi j'ai trouvé juste un site, mais alors c'est indexé entre guillemets sur typiquement le mix énergétique, etc. de la France. Je ne sais pas s'il en existe un pour la Suisse, mais pareil, je crois que si on cherche sur un moteur de recherche, je ne me rappelle plus du site exact,
Je crois que c'est le Shift Project, si vous connaissez ça, qui a développé ça. Mais si vous mettez évaluer sa consommation de CO2, vous allez trouver... c'est vraiment bien fait, hein. On a une dizaine de questions où on vous demande à peu près qu'est-ce que vous mangez par semaine, combien de fois vous prenez l'avion par an en moyenne, est-ce que vous prenez le train, combien de fois vous prenez la voiture, comment vous vous chauffez, avec quoi, comment, à combien de degrés, etc. Les chiffres de consommation de CO2, enfin d'émissions, non, je ne les connais pas. Il doit y avoir, ça doit être connu quelque part. Mais après, chez nous, vous savez, c'est un peu compliqué. Enfin, je dis chez nous, c'est on va dire en Europe occidentale. C'est un peu compliqué parce que, en fait, il y a deux choses à prendre en compte. Il y a ce qu'on pollue directement en prenant nos voitures et puis en prenant l'avion, etc. Mais il y a aussi tous les trucs enfin, toute la pollution qu'on déporte ailleurs en faisant fabriquer ailleurs des choses qu'on utilise ici. Donc, suivant comment vous regardez les chiffres, on peut être les meilleurs élèves du monde ou parmi les pires, en fait. Et ouais, parce qu'on peut dire que la Chine, c'est le plus gros pollueur, mais la Chine fabrique des choses qu'on utilise chez nous, en fait. Donc, bon, c'est... Voilà, quoi. Mais pour Genève, je sais pas. Je sais pas du tout. Ouais, ouais, bah, alors je sais pas, hein, je veux pas m'avancer, mais je pense que c'est quand même dans pas mal de priorités maintenant de grandes villes d'essayer de limiter l'accès aux voitures au centre-ville, parce que il y a le CO2, mais il y a aussi toutes les particules fines, toutes les pollutions qui font des centaines de milliers de morts rien qu'en Europe, hein, de morts prématurées rien qu'en Europe, et qui sont évidemment concentrées au niveau des villes. Donc ouais, la vente des SUV, vous savez là, les grosses voitures, c'est je crois que c'est la catégorie de voitures qui est le plus en augmentation, alors que c'est un peu une aberration d'un point de vue écologique, quoi. Enfin, surtout quand on est citadin, après je dis pas... Mais bon. Et encore une fois, hein, il n'y a pas que le CO2, comme vous dites, la bétonisation un peu de toutes les choses comme ça c'est des trucs maintenant, on essaye quand même de faire un peu plus attention. Et je sais qu'à Genève, on essaye par exemple de semer des plantes, je ne sais pas si vous avez vu au bord des routes, des fois on a plein de jolies fleurs là au printemps. Bah, typiquement, ça c'est des choses qui vont dans le bon sens, au moins pour la biodiversité, quoi. Et depuis quelques années, bah, on voit revenir un petit peu toutes ces plantes messicoles qu'on n'avait pas trop vues depuis quelques temps, les coquelicots, les choses comme ça, et qui commencent un petit peu à revenir parce qu'on leur redonne un petit peu d'espace et on tombe pas notre pelouse à ras tout le temps partout pour garder de l'herbe toute petite et toute verte et magnifique. Et on laisse un petit peu les plantes pousser comme ça, et du coup... ça, c'est des petits gestes assez faciles qui permettent quand même à pas mal de plantes de faire leur cycle, de se développer, aux insectes de manger le pollen. C'est assez simple en fait. Bah, en fait, si, parce que les serveurs, ils vont garder les vidéos qu'on regarde, les images qu'on poste sur Internet, ils vont garder nos recherches, ils vont garder toutes les informations en fait, qu'on laisse sur Internet, ils sont stockés quelque part dans ces machines-là, quoi. Mais si on veut faire des efforts à ce niveau-là, c'est bah, typiquement, quand vous regardez des vidéos, il faut les regarder en basse qualité, typiquement. Ça évite quand même, enfin, ça laisse plus de place à d'autres personnes pour regarder la même vidéo, entre guillemets, et donc du coup, ça permet d'abaisser un petit peu son empreinte, quoi. Mais ça, c'est compliqué parce que du coup, on est obligé de développer d'un côté quand même Internet pour pas que les gens aient à prendre la voiture pour venir travailler en ville, par exemple. Donc c'est tout un truc de compromis. En fait, c'est toujours des compromis, quoi. On peut pas être parfait partout, c'est impossible. Mais oui, mais encore une fois, il faut fabriquer, ça veut dire des milliers et des milliards de petits panneaux solaires qui sont probablement pas très durables dans le temps, qui demandent des terres qui sont pas forcément bah, en abondance sur la planète. En fait, on peut toujours taper sur une limite, quoi. Le plus simple, c'est de réduire en fait toutes nos activités. Enfin, en vrai, il n'y a que comme ça qu'on peut y arriver, quoi. Désolé de vous avoir miné le moral, mais je vous jure en vrai, il y a plein de solutions qui existent. Il y a plein de trucs, on le sait, et voilà, il faut juste essayer de se mettre un petit peu en route, quoi. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ok, bah, je pense qu'on va s'arrêter là alors. Merci beaucoup.